Merci beaucoup, cher ami. Merci les amis de l'association Al-Amal pour l'invitation et surtout pour le choix de la thématique qui fait partie des préoccupations et des contraintes, je dirais, du médecin généraliste autant que gastro-entérologue. Alors, le choix de la thématique pourrait être un peu, on dirait, consommé, puisqu'on parle souvent de RGO, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveautés concernant le RGO et surtout ces nouvelles recommandations de l'Association américaine de gastro-entérologie qui apportent beaucoup de nouveautés concernant et le diagnostic, et la physiopathologie, et la prise en charge thérapeutique. Alors, comme vous le savez, le reflux est une pathologie qui est très fréquente, qui est handicapante. Sa physiopathologie, elle est complexe. Et vous avez une multiplicité des formes cliniques. Je pense que tout le monde sait qu'il y a des formes typiques et des formes atypiques. L'exploration actuellement, elle est standardisée. Vous allez voir qu'on peut faire le diagnostic du reflux sans passer par la case endoscopie. Et il y a des situations où l'endoscopie et la pH-métrie sont très importantes. Et puis, vous avez des difficultés thérapeutiques. Tout le monde ici a des malades qu'il a traités pour reflux et qui ne répondent pas. Que faire dans ces situations-là? Et donc, on va adopter le plan suivant, quand et comment explorer le reflux, comment traiter le reflux, comment optimiser le traitement quand vous êtes devant un échec du traitement. Et bien sûr, la question à laquelle on ne peut pas échapper, c'est est-ce qu'on peut donner des IPP au long cours sans aucun problème? Alors, comme vous le savez, le reflux est une pathologie qui est très fréquente. Il y a au moins un tiers dans cette salle de patients qui ont un reflux. Et la prévalence, elle est en augmentation depuis les années 90 pour deux raisons essentiellement. Parce qu'il y a un changement de l'hygiène de vie. Vous allez voir que le reflux et la symptomatologie de le reflux, elle est liée à l'hygiène de vie. Et puis, il y a une diminution de l'infection de l'Helicobacter pylori. Et ça, on le sait à travers des méta-analyses. À chaque fois que vous avez une population où il y a beaucoup d'éradication d'Helicobacter pylori, vous avez plus de symptomatologie de reflux. Regardez ici, c'est une méta-analyse qui inclut 43 études analysés, ils ont comparé l'avènement de reflux de nouveau chez les patients chez lesquels le traitement d'éradication d'Helicobacter pylori a marché par rapport à ceux qui sont en échec de traitement d'éradication. Et vous voyez ici qu'il y a 2 fois plus d'avènement de reflux dans les séries mondiales et 4 fois et demi plus d'avènement de reflux. Ça veut dire qu'en éradiquant l'Helicobacter pylori, on aura certainement beaucoup plus de reflux. Ce n'est pas une invitation à ne pas traiter l'Helicobacter pylori, puisque c'est une infection qui est grave, qui peut occasionner le cancer de l'estomac et le lymphome, mais il faudrait savoir que ce qui en suit, c'est qu'il y a une augmentation de la prévalence du reflux. Alors, sur le plan physiopathologique, je ne reviens pas sur ce qu'on sait. On sait que le reflux est lié à une relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage, une augmentation de la pression abdominale, ce qui explique que chez les obèses, il y a une augmentation de la fréquence, à l'hernie hiatale, à la diminution de la clearance de l'acide au niveau de l'œsophage et aux troubles moteurs œsophagiens. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a ce qu'on appelle l'hypersensibilité œsophagienne. Et en fait, on peut avoir des gens qui ont une symptomatologie de reflux alors qu'ils ont une petite quantité d'acidité au niveau de l'œsophage parce que, à l'instar de l'hypersensibilité hyperviscérale qui explique le syndrome de l'intestin irritable au niveau du côlon, vous avez la même chose au niveau de l'œsophage et vous avez ce facteur-là qui s'additionne au facteur précédent. Alors, pour le reflux, vous avez 2 types de tableaux. Alors, quand vous avez quelqu'un qui a un pyrosis, qui sont les brûlures rétrosternales et ascendantes, et quand il y a des régurgitations acides, vous avez votre diagnostic de reflux, de RGO. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire la fibroscopie pour confirmer le diagnostic. Mais parfois, vous êtes obligé de faire la fibroscopie pour voir est-ce qu'il y a des complications de ce reflux. Vous allez voir que le reflux, bien sûr, peut se compliquer par une œsophagite, mais ce qu'on craint le plus, c'est l'endobrachiosophage, qui est un état prénéoplasique. Et le reflux, actuellement, c'est la première cause de cancer de l'œsophage devant l'alcool et le tabac. Donc ça, c'est très important. Quand vous avez régurgitation acide et pyrosis, vous avez le diagnostic du reflux. Mais parfois, même avec ça, même avec un tableau typique, vous êtes obligé de demander une fibroscopie. Et puis, il y a des symptômes qui sont atypiques. Il y a des patients, par exemple, qui se plaignent de brûlures épigastriques, de dyspepsie, de douleurs thoraciques, de toux chroniques, d'asthme,
de manifestations ORL, d'enrouement, de laryngite chronique et parfois d'érosion dentaire. Et ça, c'est les manifestations atypiques du reflux. Alors, quand et comment explorer le reflux? Alors, vous avez ces recommandations-là, les recommandations américaines de 2022. Ils vous disent quand vous avez les deux conditions, vous avez un reflux qui est typique. Ça veut dire que vous avez les régurgitations acides et vous avez le pyrosis. Et vous n'avez aucun de ces éléments, pas de dysphagie, pas d'anémie, pas d'amaigrissement, pas d'altération de l'état général. Le sujet a moins de 50 ans, il n'y a pas d'antécédents néoplasiques familiaux, on peut passer à la case traitement sans passer par l'endoscopie. Ça veut dire qu'on peut retenir le diagnostic de reflux, on peut commencer un traitement sans faire d'endoscopie. Vous voyez ici ce qu'il recommande. Quand vous avez un patient avec des symptômes typiques de reflux, sans aucun signe rouge, sans aucun signe de gravité, il suffit d'avoir un seul pour demander une fibroscopie. À ce moment-là, on démarre un traitement par IPP pendant 4 à 8 semaines. Moi, je fais toujours 8 semaines et on voit quelle est l'évolution. Et à partir de ce moment-là, vous avez deux évolutions. Soit vous avez une amélioration complète et à ce moment-là, vous pouvez commencer à diminuer les doses, soit mettre un jour sur deux ou une mi-dose, d'accord ? Soit vous avez une réponse qui est partielle ou pas de réponse, et à ce moment-là, vous devez changer ou doubler la dose d'IPP et encore donner un traitement à 8 semaines. Et maintenant, vous allez voir que la notion de reflux réfractaire, c'est après 2 cures de 8 semaines. C'est-à-dire on va donner une première fois 4 à 8 semaines. Si ça ne marche pas, on va encore donner 4 à 8 semaines, soit en changeant de molécule, soit en doublant la dose. Et si ça ne marche pas, là, on dit qu'il y a un reflux réfractaire, et reflux réfractaire est égal fibroscopie. Alors, quelles sont les indications à la fibroscopie? Alors, je vous ai dit que la fibroscopie n'est pas obligatoire. On peut traiter quelqu'un pour un reflux alors qu'il n'a pas de fibroscopie digestive haute. Et il a 4 indications. Alors, première indication, c'est une indication d'emblée. Ça veut dire qu'on ne va pas la faire au cours de la surveillance. C'est quand on a des signes d'alarme. On a de la dysphagie, on a de l'anémie, on a de l'altération de l'état général, on a un âge de plus de 50 ans et on a des antécédents néoplasiques dans la famille. Deuxième indication, c'est quand vous avez des symptômes atypiques isolés. À ce moment-là, vous êtes obligé de faire une fibroscopie pour voir est-ce qu'il y a de l'œsophagite ou de l'endobrachiosophage qui fasse signer qu'il y ait un reflux. Troisième indication, et ça c'est la nouveauté, c'est après 1 an de traitement par IPP. Alors, on suppose que vous avez un patient chez lequel vous avez démarré un traitement par IPP, tout va bien, vous avez diminué les doses, il n'a plus aucun symptôme. Dans les nouvelles recommandations, après 1 an de traitement, vous devez faire la fibroscopie parce que parfois, il y a des œsophagites sans symptômes. D'accord? Et ça, c'est une nouveauté. Donc, il faut faire une fibroscopie après 1 an, même si la symptomatologie, en fait, elle s'est améliorée après traitement IPP. Et bien sûr, après un traitement par IPP, quand ça ne marche pas, on a dit que le reflux réfractaire, c'est une indication à une fibroscopie, mais le reflux réfractaire, je vous ai dit, on traite 8 semaines. Si ça ne marche pas, on double la dose, on change d'IPP, et si ça ne marche pas pendant encore 8 semaines, on fait la fibroscopie. Alors, la fibroscopie, c'est très important. Elle confirme le diagnostic quand il y a de l'œsophagite, et on va voir qu'il faut exiger au minimum un stade B de Los Angeles, où il y a de l'endobrachiosophage. Mais si vous ne trouvez aucune lésion à l'endoscopie, ça veut dire que si vous recevez un compte-rendu où il n'y a pas d'œsophagite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reflux. Si vous avez le pyrosis et les régurgitations, vous retenez votre diagnostic de reflux. Ça, c'est juste pour dire qu'il y a une classification. Il faut absolument exiger de vos gastro-entérologues de vous mettre cette classification. Et on considère que le reflux est confirmé à partir du grade B. Ça veut dire que si on vous dit œsophagite peptique grade 1, on n'est pas sûr que c'est un reflux. Et puis l'endobrachiosophage, qui est le remplacement de la muqueuse normale par une muqueuse gastrique. En fait, c'est un mécanisme de compensation et de résistance à l'acide, mais sauf que c'est une métaplasie et ça peut dégénérer, ça peut donner un néo de l'œsophage. Et donc, la fibroscopie, elle confirme le reflux quand vous avez un des deux éléments, œsophagite stade B ou endobrachiosophage
au-delà de 3 cm, parce que l'endobrachiosophage, dans la définition, c'est 1 cm. Il faut avoir au moins 3 cm pour dire qu'il y a reflux. Alors, pH-métrie, c'est un examen de deuxième intention. Il peut être demandé, bien sûr, d'emblée quand on a des signes atypiques. Deuxième indication, si on a une fibroscopie de fait, mais on n'a pas de signe d'œsophagie, ça veut dire qu'on a soit une œsophagie de stade A, on n'a pas d'endobrachiosophage, on se pose la question, est-ce que les symptômes sont vraiment liés à l'hyperacidité? À ce moment-là, on doit demander une pH-métrie. Ou troisième indication, ça aussi c'est une nouveauté, après 1 an de traitement, vous avez le choix entre fibroscopie digestive ou pH-métrie. Et comme il y a plus de gens qui font de la fibro par rapport à ceux qui font de l'exploration fonctionnelle, donc moi je vous propose de faire une fibroscopie à 1 an. Et en fait, cette pH-métrie, quand vous avez ce qu'on appelle un reflux œsophagien non érosif, c'est-à-dire que vous faites la fibro, il n'y a absolument pas de lésion, ben ça permet de différencier 3 situations: les vrais reflux, des hypersensibilités œsophagiennes et du pyrosis fonctionnel. Et en fait, c'est très important de faire le distinguo, puisque dans les 2 situations, hypersensibilité œsophagienne et le pyrosis fonctionnel, on peut utiliser ce qu'on appelle la neuromodulation. En fait, c'est un joli mot pour décrire les antidépresseurs. On peut rajouter des antidépresseurs aux IPP, mais à condition d'être sûr par une pH-métrie qu'il y a de l'hypersensibilité œsophagienne ou un pyrosis fonctionnel. Donc, je vous invite à ne pas prescrire des antidépresseurs chez quelqu'un qui a un reflux réfractaire s'il n'a pas de pH-métrie qui confirme ces 2 diagnostics. Alors, comment traiter le reflux? Donc, on en a déjà parlé. Donc, si vous avez des signes typiques sans signes de gravité, 4 à 8 semaines de traitement, d'accord? Je vous ai dit 8 semaines, ça fait mieux. Si vous avez une amélioration de la symptomatologie qui est complète à ce moment-là, on peut commencer la dégression, c'est-à-dire on peut donner 1 jour sur 2 ou une demi-dose. C'est très différent de l'automédication puisque c'est une décision qui est médicale. D'accord? Ça veut dire qu'on peut dire au patient, puisqu'on a fait le tri, on a vu que le malade n'a pas d'amaigrition, pas d'anémie, donc on peut lui dire, soit vous prenez à la demande, soit vous diminuez la dose, soit vous prenez 1 jour sur 2. D'accord? Mais ce n'est pas une prise à la demande. Et puis si on a une réponse qui est partielle, on refait le même traitement 4 à 8 semaines, soit en changeant de molécule, soit en doublant le dosage. Si ça ne marche pas, on fait une fibroscopie. Et au moment où vous avez la fibroscopie, on parle d'œsophagite. On va traiter une œsophagite. Il faut savoir que toutes les molécules sont bonnes pour traiter l'œsophagite. Même efficacité, vous avez les recommandations de la Haute Autorité sanitaire. En fait, il n'y a pas en général de différence en termes de taux de cicatrisation à 8 semaines. Et vous avez une méta-analyse de 2017 qui en atteste, qui a été commandée par la FDA. Vous voyez que en fait, le taux de cicatrisation à 8 semaines est pareil pour toutes les molécules. Alors, ce qu'il y a de nouveau dans les recommandations de 2022, c'est que quand vous avez une œsophagite stade B, il faut au minimum donner une dose complète. On ne peut pas diminuer en dessous, puisque c'est des indications au traitement au long cours, et surtout si vous avez une sténose peptique. Alors, que faire en cas d'échec? Alors, il faut optimiser la prise des IPP, ça on l'a dit. Il faut prendre régulièrement les IPP, une demi-heure avant le petit déjeuner. Si ça ne marche pas, il faut switcher à un autre IPP. Il faudrait donner un traitement adjuvant et puis on peut avoir recours aux règles hygiéno-diététiques. Il faut les renforcer. Il faut toujours demander au patient, bien sûr, de lui donner certaines règles hygiéno-diététiques. Mais quand ça ne marche pas, il faut absolument insister sur les règles hygiéno-diététiques. Alors, s'il y a un élément majeur qu'il faut retenir pour le traitement du reflux, c'est la perte de poids. Et vous voyez ici l'étude Princeps, qui est l'étude de Hunt. Quand vous avez une perte de poids au-delà de 3,5 de BMI, ben vous avez 2 fois moins de reflux. Et quand vous avez une perte de plus de 3,5 chez les patients qui ont un reflux qui est assez sévère, qui nécessite au moins une prise d'IPP par semaine, ben vous avez 4 fois moins de reflux. Ça veut dire en perdant 3,5 de BMI, ben vous avez une amélioration significative de votre reflus. Là aussi, c'est les règles hygiéno-diététiques qu'il faudrait insister sur lesquelles il faudrait insister pour les patients. En fait, ça, c'est une étude japonaise où on a fait une étude interventionnelle. On a demandé aux patients de ne pas manger jusqu'à la satiété. Vous voyez que ça améliore 63% des patients.
il y a 24% de plus d'amélioration par rapport au groupe placebo. Manger moins de gras, manger moins de sucreries, manger moins d'épices, prendre moins d'alcool, moins de café, moins de tabac. Et en fait, finalement, c'est des éléments qui sont très importants quand vous avez un reflux qui est réfractaire. Vous avez aussi ne pas mettre de corset ou de ceinture qui sont serrées, ne pas se mettre en position horizontale et diminuer, bien sûr, le BMI et le stress. Et ça, c'est des éléments sur lesquels, à chaque fois, on devrait insister, surtout quand vous avez un reflux réfractaire. Et puis, on pourrait donner un traitement adjuvant. Et ce qu'il y a au Maroc, c'est les alginates. Ils ont un effet neutralisant de l'acidité. Et il y a 3 indications, là encore, majeures pour les alginates. C'est les patients qui ont des symptômes postprandiaux, ça marche très bien, chez les patients qui ont des signes nocturnes et chez les patients qui ont une hernie hiatale à la fibroscopie. D'accord? Donc ça, c'est les 3 indications des alginates. Alors les anti-H2, je passe très rapidement parce qu'ils n'existent plus au Maroc. Les prokinétiques, on peut les utiliser, ils sont dans les recommandations américaines, quoique la haute autorité sanitaire, elle est contre l'utilisation des prokinétiques, mais de toutes les façons, on peut les utiliser en courte durée, pas chez le patient âgé, puisqu'il y a des problèmes de toxate de pointe, il y a des problèmes d'arrêt cardiaque, et on peut les utiliser surtout chez les diabétiques qui ont de la gastroparésie, mais vraiment des cures de très courte durée. Alors, vous voyez ici la recommandation de la HAS qui dit qu'il n'y a pas d'indication pour les prokinétiques dans le reflux gastro-œsophagien, au même titre que la gastroparésie et la dyspepsie. Alors, j'ai déjà parlé de la neuromodulation des antidépresseurs pour le reflux. Ça, c'est une indication exceptionnelle et qui ne doit être prescrit. Les antidépresseurs ne peuvent être prescrits que si vous avez une pH métrique qui confirme soit le pyrosis fonctionnel, soit l'hypersensibilité œsophagienne. Alors, la question qu'on a toujours, c'est les IPP au long cours. Vous avez vu qu'on va traiter au long cours par des IPP. Est-ce qu'il y a des précautions? Et il faut savoir, quand on donne des IPP au long cours, en fait, c'est des indications qui sont validées. Et le reflux qui répond aux IPP est une indication au traitement aux IPP au long cours. Deuxième indication dans le cadre du reflux, c'est l'œsophagite stade CD. Alors, si vous avez quelqu'un qui vient vous voir avec une œsophagite stade CD et qu'il y a une prescription d'IPP au long cours, il ne faut pas l'arrêter parce qu'on risque la sténose œsophagienne. Il faut savoir qu'il y a plusieurs études rétrospectives qui ont montré qu'il y a un risque d'avoir des effets secondaires, notamment le déficit en fer, en magnésium, en calcium, mais ça, c'était des études rétrospectives avec tous les biais. Et du coup, il y a eu des études prospectives, 2 études majeures qui ont changé la perception de la safety des IPP. L'étude Sopran, oméprazole 20 à 40 mg, quasiment 300 patients, durée de suivi 5 ans. Étude Lotus, eséméprazole 20 à 40 mg, 514 patients, durée de suivi 12 ans. Et ces malades-là ont été randomisés entre IPP au long cours et chirurgie, parce qu'on peut opérer les malades pour le reflux. Et vous avez, regardez ici, il n'y a aucune différence ni sur le risque d'avoir un déficit en vitamine B12, en calcium, en augmentation des transaminases, de phosphatase alcaline. Et dans ces études-là, ils ont vu tous les effets secondaires décrits et non décrits. Ici, une augmentation des AVC, des péritonites, des pneumonies. Il n'y avait absolument pas d'augmentation des effets secondaires dans le bras qui prenait des IPP. Vous avez vu pendant 5 ou 12 ans. Donc, on peut souligner la safety des IPP. Donc, déjà, les recommandations de 2017 de l'Association américaine de gastroentérologie disaient qu'on peut utiliser les IPP au long cours sans augmenter la prise de calcium, de vitamine B12 ni de magnésium, et on peut les utiliser sans instaurer une surveillance paraclinique, ni créatinine, ni magnésium, ni vitamine B12, ni densité osseuse. Et les dernières recommandations de 2022 disent que dès le diagnostic du reflux, puisqu'on va utiliser les IPP au long cours, parce que par essence, le reflux est une pathologie qui est chronique, on va utiliser soit au long cours les IPP, soit à la demande, mais il faudrait souligner, il faudrait insister auprès de vos malades qu'il y ait une safety qui est très importante des IPP, qu'on peut les utiliser sans aucun problème. Donc, en conclusion, j'espère que j'ai répondu à la question de la prise en charge thérapeutique et diagnostic pratique du reflux. Vous avez vu qu'il y a des nouveautés concernant les indications
de la fibroscopie digestive haute, essentiellement la fibroscopie à 1 an, et puis la prise en charge du reflux réfractaire et la safety des IPP qui est maintenant quelque chose d'acquis et de prouvé. Et je vous remercie. Merci, professeur Taheri, pour cette excellente présentation. Comme à l'accoutumée, et comme on manque de temps, donc 2 questions, s'il vous plaît. Je passe la parole. Alors, professeur, j'ai une question qui m'interpelle à chaque fois pour la métaplasie. La métaplasie, est-ce que la métaplasie œsophagienne régresse comme d'autres métaplasies spontanément ou l'évolution est constante vers... Alors déjà, la métaplasie ailleurs, on n'est pas sûr qu'elle régresse. D'accord? En fait, c'est un problème d'échantillonnage. Quand vous avez de la métaplasie au niveau de l'intestin, quand vous faites une biopsie et vous avez de la métaplasie, la prochaine fois, vous n'êtes pas sûr de biopsier à la même place pour avoir la métaplasie. Donc, en gros, la métaplasie, quand elle est là, elle persiste. D'accord? Deuxièmement, l'endobrachyœsophage, par définition, c'est une métaplasie. D'accord? Donc, quand vous avez de l'endobrachyœsophage, il est très rare de voir des régressions de l'endobrachyœsophage. On doit traiter par IPP au long cours juste pour éviter la progression de cette métaplasie qui est l'endobrachyœsophage, mais surtout la dégénérescence par l'apparition de la dysplasie. D'accord? Mais la métaplasie en soi, c'est un état prénéoplasique qu'il faudrait surveiller, mais souvent, c'est pas régressif, hein, c'est un état qui est définitif. Une autre question pour bonjour, cher professeur. Merci pour cette pertinente présentation. Je demande, est-ce qu'il y a une indication à demander la sérologie ou bien l'HP dans les selles en cas de pyrosis? Est-ce qu'on doit traiter l'infection par l'hélicobactère avant de traiter le pyrosis? Alors ça, c'est qu'il ne faut pas traiter avant. Alors quand vous avez quelqu'un qui vient parce qu'il a une symptomatologie de pyrosis, ce qui le dérange, en fait, ce n'est pas l'infection Helicobacter pylori. En fait, c'est ça, la symptomatologie, pyrosis ou régurgitation acide. On peut démarrer le traitement, mais il ne faut pas oublier que parmi les indications obligatoires de la recherche d'Helicobacter pylori, c'est la prise d'IPP au long cours. Alors, quand vous donnez des IPP au long cours, vous changez un peu l'écologie de l'estomac, vous diminuez l'acidité au niveau du fundus, et en fait, il y a une migration d'Helicobacter pylori de l'antre vers le fundus, et vous avez des gastrites qui sont extensives. Et en fait, quand vous donnez des IPP au long cours sans éradiquer l'Helicobacter pylori, en fait, vous améliorez le reflux, mais vous aggravez la gastrite. Et c'est de là que vient le risque du cancer de l'estomac, parce qu'on sait que le cancer de l'estomac est lié à l'Helicobacter pylori et que ce risque-là est multiplié par un facteur au moins de 6. Donc, quelqu'un qui a l'Helicobacter pylori, au long cours, il a 6 fois plus de risque de faire un cancer de l'estomac. Donc, pas d'emblée, parce que lui, il vient pour un reflux, il va se retrouver avec une éradication d'Helicobacter pylori, mais il faudrait le faire au cours de l'évolution. D'accord? Ça veut dire que, et on sait qu'après éradication d'Helicobacter pylori, ça c'est une constatation clinique, il y a une aggravation de la symptomatologie. Parce que l'HP est une bactérie qui sécrète une uréase, en fait, qui est très utile, qui est importante pour la survie de la bactérie, parce que c'est une bactérie qui vit dans l'acide et elle a besoin d'alcaliniser autour d'elle pour pouvoir survivre. Donc, tout de suite, non, mais c'est une obligation si vous continuez à traiter au-delà de 6 mois. C'est dans toutes les recommandations. IPP au long cours, c'est une indication à recherche et éradication d'Helicobacter pylori. On vous remercie infiniment, professeur.